Le 28 mars 2025, Vladimir Poutine a pris la parole au 6e Forum international L'Arctique, territoire de dialogue à Mourmansk, la grande ville de l'Arctique russe. Dès le début de son discours, il a mis le doigt sur l'importance de cette région pour la Russie et le reste du monde. Il a pointé du doigt les États-Unis, qui, selon lui, lorgnent sur le Groenland depuis les années 1860. Une vieille histoire qui s'est concrétisée avec des bases militaires installées là-bas pendant la Seconde Guerre mondiale et même avant, en 1910. Il a aussi critiqué l'OTAN, qui muscle sa présence dans le coin, surtout depuis que la Finlande et la Suède ont rejoint l'Alliance. Face à ça, la Russie ne reste pas les bras croisés. Elle pousse des projets comme le corridor transarctique, une méga-route entre Saint-Pétersbourg et Vladivostok, et sa flotte de brise-glace nucléaire unique en son genre. Poutine a rappelé que l'Arctique, c'est un quart du territoire russe, 2,5 millions d'habitants et 7% du PIB du pays. Bref, pas question de laisser filer. Écoutons ensemble son discours et partagez vos avis en commentaire. Chers collègues, amis, mesdames et messieurs, je salue les participants et les invités du 6e Forum international L'Arctique, territoire de dialogue. Pour la première fois, cet événement se tient à Mourmansk, la capitale de l'Arctique russe. Une ville héroïque qui se développe aujourd'hui de manière dynamique, à l'image des autres villes du nord de notre pays et des entités de la Fédération qui portent des projets emblématiques pour toute la Russie. La Russie est la plus grande puissance arctique. Nous avons toujours défendu, et nous défendons encore aujourd'hui, une coopération équitable dans cette région. Que ce soit pour les recherches scientifiques, la protection de la biodiversité, les questions climatiques, la réponse aux situations d'urgence ou, bien entendu, le développement économique et industriel de l'Arctique. Nous sommes prêts à travailler conjointement, non seulement avec les États arctiques, mais avec tous ceux qui, comme nous, assument la responsabilité d'un avenir stable et durable pour la planète et sont capables de prendre des décisions équilibrées, pensées pour des décennies. Malheureusement, l'interaction internationale dans les latitudes nordiques traverse aujourd'hui des temps difficiles. Au cours des années précédentes, de nombreux États occidentaux ont opté pour la confrontation, rompant les liens économiques avec la Russie, mettant fin aux contacts scientifiques, éducatifs et culturels, et suspendant le dialogue sur la préservation des écosystèmes arctiques. Autrement dit, les politiciens et les militants partisans, y compris certains verts dans les pays occidentaux, vantent auprès de leurs citoyens et électeurs l'importance de l'agenda climatique et de la protection de la nature. Mais leurs actions pratiques vont dans une toute autre direction. Permettez-moi de rappeler que le Conseil arctique a été créé pour favoriser la coopération écologique, prévenir les situations d'urgence au-delà du cercle polaire et y répondre ensemble. Mais ce mécanisme s'est dégradé aujourd'hui, et non par la faute de la Russie, qui n'a jamais renoncé au dialogue dans ce format. Ce choix revient à nos partenaires occidentaux. Comme on dit dans ces cas-là, vous ne voulez pas? Tant pis, nous travaillerons avec ceux qui le souhaitent. Cependant, il est évident que le rôle et l'importance de l'Arctique croissent, tant pour la Russie que pour le monde entier. Mais, malheureusement, la compétition géopolitique et la lutte pour les positions dans cette région s'intensifient également. Il suffit de mentionner, et tout le monde le sait, les plans des États-Unis pour annexer le Groenland. Cela peut sembler surprenant à première vue, mais il serait profondément erroné de penser qu'il s'agit d'une idée extravagante de la nouvelle administration américaine. Rien de tel. En réalité, ces projets ont émergé dès les années 1860, lorsque l'administration américaine envisageait déjà l'annexion du Groenland et de l'Islande. Cette idée n'avait alors pas reçu le soutien du Congrès. À titre d'exemple, en 1868, les journaux américains raillaient l'achat de l'Alaska, le qualifiant de folie, de boîte à glace ou de jardin des ours polaires du président Andrew Johnson. Le projet groenlandais échoua donc à l'époque. Mais aujourd'hui,
L'achat de l'Alaska est certainement perçu différemment aux États-Unis, tout comme l'héritage de Johnson. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qui se passe aujourd'hui. Cette histoire ne date pas d'hier. En 1910, une tentative d'échange territorial fut préparée, qui aurait cédé le Groenland aux États-Unis, mais elle échoua. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis y établirent des bases militaires pour empêcher une occupation nazie, et après la guerre, ils proposèrent au Danemark de racheter ces îles. Ce n'est qu'un passé récent à l'échelle de l'histoire mondiale. En somme, les États-Unis ont des plans sérieux et anciens concernant le Groenland. Et ils continueront à promouvoir leurs intérêts géostratégiques, militaro-politiques et économiques dans l'Arctique de manière systématique. Le Groenland concerne directement 2 États spécifiques et ne nous touche pas directement, mais nous préoccupe les agissements de l'OTAN dans son ensemble. Les pays de l'Alliance désignent de plus en plus le Grand Nord comme un potentiel théâtre de conflit, entraînant leurs troupes, y compris celles de leurs nouveaux membres, la Finlande et la Suède, avec lesquels nous n'avions jusqu'à récemment aucun différend, dans des exercices en conditions extrêmes. Pourquoi se créer ces problèmes eux-mêmes? Nous y répondrons. Je le souligne, la Russie n'a jamais menacé quiconque dans l'Arctique. Mais nous surveillons attentivement la situation, adaptons notre réponse en conséquence, renforçons les capacités de combat de nos forces armées et modernisons nos infrastructures militaires. Nous ne permettrons pas à l'OTAN de compromettre la paix et la stabilité dans l'Arctique. Nous garantirons le développement socio-économique à long terme de la région, améliorerons la qualité de vie de ses habitants et préserverons son environnement unique. Plus nos positions seront solides, plus nos résultats seront significatifs. Plus nous aurons d'opportunités pour lancer des projets internationaux d'envergure dans l'Arctique avec des pays amis. Et pourquoi pas avec des États occidentaux, s'ils manifestent un jour un intérêt pour une coopération conjointe. Je suis convaincu que ce temps viendra. Chers amis, la zone arctique représente plus d'un quart du territoire de la Fédération de Russie. Près de 2,5 millions de nos citoyens y vivent et y travaillent, contribuant de manière notable au progrès du pays. Selon les estimations, l'Arctique génère 7% du produit intérieur brut de la Russie et environ 11% de ses exportations. Mais nous voyons surtout des perspectives colossales pour un développement global de cette région. Une direction cruciale est le renforcement de son armature logistique et de transport. Cette année marque le 500e anniversaire de la première mention dans les sources historiques des navigateurs et pêcheurs Pomors, qui évoquaient un possible itinéraire commercial par les mers du Nord vers l'Est jusqu'à la Chine. Le précurseur de ce que nous appelons aujourd'hui le passage maritime du Nord. Au cours des 10 dernières années, le trafic sur cette route, entre le détroit des portes de Kara et le détroit de Bering, a été multiplié par 10. De 4 millions de tonnes en 2014 à près de 38 millions l'année dernière, soit 5 fois le record de l'époque soviétique. Nous sommes convaincus qu'il atteindra soit 71 millions de tonnes d'ici 2030. Mais nos ambitions pour augmenter la flotte arctique et les volumes de transport vont bien au-delà. Le passage maritime du Nord doit devenir un segment clé d'un corridor transarctique reliant Saint-Pétersbourg à Vladivostok via Mourmansk. Ce projet vise à connecter les centres industriels, agricoles et énergétiques mondiaux au marché consommateur par un itinéraire plus court, sûr et économiquement avantageux. Partout, à l'Est comme à l'Ouest, les experts en reconnaissent le potentiel. La base de fret de ce corridor croîtra grâce à l'extraction et à la transformation poussée des ressources directement dans l'Arctique, à l'augmentation du transit international
et je tiens à le souligner, à son intégration avec notre réseau ferroviaire intérieur, du nord-ouest au Grand Est, incluant le BAM et le Transsibérien. L'idée même de la construction du Transsibérien, traversant le pays jusqu'au Pacifique, reste pour nous un modèle de vision stratégique, prenant en compte non seulement les besoins actuels, mais aussi les intérêts de la nation sur des siècles. C'est cette approche qui doit guider le développement du corridor transarctique. Premièrement, la Russie possède déjà la plus grande flotte de brise-glace au monde. Nous devons consolider cette position en mettant en service des brise-glaces de nouvelle génération, notamment nucléaires, un atout unique à la Russie. 4 unités de la dernière série sont déjà à l'œuvre dans l'Arctique et 3 autres, Tchoukotka, Leningrad et Stalingrad, sont en construction, ainsi qu'un brise-glace ultra-puissant de 60 MW qui permettra de guider des navires à gros tonnage dans les hautes latitudes toute l'année. Je le souligne. Le coût des brise-glaces et du transport sur ce corridor doit rester compétitif et acceptable pour le marché, condition essentielle pour garantir son attractivité et son utilisation par les entreprises. Nous en avons discuté récemment avec le gouvernement et je partage l'idée que cela doit avant tout être une opération rentable. Deuxièmement, en tant que puissance souveraine, la Russie a besoin de sa propre flotte commerciale dans l'Arctique. Cargo, navires de secours pour les mers et les voies navigables intérieures. Nos capacités nationales de construction navale sont actuellement insuffisantes pour ces objectifs. Nous devons donc agir sur tous les fronts. Acheter et commander des navires prêts à l'emploi, établir des coopérations avec les constructeurs mondiaux et développer notre industrie navale en fonction des défis à relever. J'attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de soutenir nos chantiers navals et de réparation qui modernisent et étendent leurs capacités tout en tissant des chaînes de production internationales. Je demande également d'étudier la construction en Russie de nouvelles installations modernes et high-tech. Troisièmement, des entreprises russes transportent déjà avec succès pétrole et gaz naturel liquéfié. Nous devons maintenant créer les conditions pour des opérateurs nationaux efficaces, capables de gérer des conteneurs, du charbon, des vracs et autres marchandises à travers l'Arctique. Nous sommes ouverts à la création de co-entreprises, où des opérateurs logistiques internationaux pourraient investir profitablement avec leur capital et leur flotte. Nous augmenterons de manière proactive les capacités et le débit de nos ports nordiques en adoptant des solutions écologiques modernes, y compris des technologies sans pilote et automatisées pour le traitement des cargaisons. Par exemple, les capacités du nœud de transport de Mourmansk tripleront grâce à de nouveaux quais. Nos partenaires de Biélorussie, de Chine, des Émirats arabes unis et d'autres pays montrent un intérêt pour ce projet et, plus largement, pour le développement des infrastructures arctiques. Un domaine prometteur d'un point de vue commercial. Pour renforcer la résilience logistique du corridor transarctique, je charge le gouvernement de définir des plans pour accroître les capacités des ports maritimes actuels de l'Arctique, d'identifier les sites et les rythmes nécessaires pour construire de nouveaux ports le long de la côte arctique, et de développer l'infrastructure adjacente, notamment en reliant ces ports au réseau ferroviaire national. À cet égard, cinquièmement, à l'image du polygone oriental, BAM et Transsib, nous devons réaliser un projet de polygone ferroviaire arctique, incluant la modernisation de la voie ferrée du Nord dans la République de Komi et l'oblast autonome de Yamalo-Nenets. Nous connaissons les défis actuels des chemins de fer russes RZD, mais il faut réfléchir dès maintenant à ce développement. Cela offrira aux régions de Sibérie, de l'Oural et du Nord-Ouest un accès direct au port arctique, désengorgeant le Transsib et optimisant les transports maritimes. De nouvelles portes vers l'Arctique émergeront aussi pour le corridor nord-sud, qui nous relie à l'Asie centrale et au Golfe Persique. Enfin, exploiter le potentiel des voies navigables intérieures, comme les grandes rivières telles que l'Ienisseï, renforcera le système d'approvisionnement du Nord, garantissant aux habitants de l'Arctique un accès fiable aux denrées et aux biens essentiels. Pour mener à bien ces grandes initiatives, il faut mobiliser les ressources de l'État, des régions et du secteur privé, y compris les banques publiques et privées,
ainsi que le marché boursier intérieur pour attirer des capitaux dans les infrastructures arctiques. Ces projets sont complexes, coûteux et à long terme, mais ils assurent une souveraineté logistique réelle à la Russie. Si des partenaires étrangers s'y joignent, cela leur garantira des investissements durables et rentables. Nous ne pouvons pas repousser ces projets. Ils doivent être lancés et réalisés au plus vite, avec des approches flexibles pour séduire les investisseurs russes et étrangers. Je propose de créer, sous l'égide de notre principal institut de développement, un bureau de projet dédié aux initiatives logistiques et urbaines dans l'Arctique. Une structure où les investisseurs potentiels pourront trouver un soutien direct. Je demande au gouvernement de formuler des propositions à ce sujet. De plus, avec Rosatom, la VEB et la commission compétente du Conseil d'État, je charge d'approuver d'ici le 1er août 2025 un modèle financier, économique et organisationnel pour le développement du corridor transarctique. À la fin de cette première partie, Poutine a bien enfoncé le clou. Pour lui, les États-Unis n'ont jamais lâché leur idée de mettre la main sur le Groenland. Une obsession qui remonte à 1860 et qui s'est traduite par des bases militaires un peu partout sur l'île. Il a aussi accusé l'OTAN de transformer l'Arctique en zone de tension, surtout avec les nouveaux membres nordiques. La réponse russe? Des projets concrets. Le corridor transarctique, le passage maritime du Nord, où le trafic est passé de 4 millions de tonnes en 2014 à 38 millions aujourd'hui, avec un objectif de 71 millions d'ici 2030, et une flotte de brise-glace nucléaire qui compte déjà 4 unités, plus 3 en chantier. Tchoukotka, Leningrad, Stalingrad. Poutine a été clair. La Russie ne cherche pas la bagarre, mais elle ne laissera personne déstabiliser l'Arctique, une région trop vitale pour son économie et sa sécurité. La suite de son discours ira sur les questions sociales et environnementales.